Blueprint 32, Sagesse pratique, philosophie appliquée. Chapitre 1, j'installe le système d'exploitation philosophique pour une vie optimisée. Je m'assois, je ferme les yeux, je porte mon attention sur le fonctionnement de mon propre esprit. Je peux sentir l'écho de l'ancien système, une machine lente, encombrée, qui tourne par défaut. Je ressens la latence entre une intention et une action. Je vois les pop-up mentaux de la distraction. J'entends le bruit de fond des applications contradictoires qui tournent en arrière-plan. La peur, le désir d'approbation, l'anxiété. Ma vie, sous cet ancien système, était une réaction. Une série de réponses subies à des stimuli extérieurs, un enchaînement de scripts appris et de programmes obsolètes. C'était une performance médiocre, pleine de bugs et de plantages inattendus. Aujourd'hui, je procède à une mise à jour fondamentale. Je ne vais pas simplement réparer le vieux système. Je le formate, je ressens un silence profond s'installer. C'est le silence d'un disque dur que l'on efface. Toutes les applications inutiles, tous les virus de la croyance limitante, tous les fichiers temporaires de l'inquiétude sont purgés. Un espace vierge, pur, d'un potentiel infini, est créé. Et dans cet espace, je lance l'installation. Je peux sentir le téléchargement. Ce n'est pas un programme lourd et complexe, c'est un code source d'une élégance et d'une efficacité redoutable. C'est un système d'exploitation philosophique. Je sens son installation se dérouler. Non pas comme une charge, mais comme une illumination. Les circuits de mon esprit s'activent, non plus de manière chaotique, mais en suivant une nouvelle architecture logique. La machine redémarre. Le son du démarrage n'est pas un bruit. C'est une note pure et cristalline. Je me sens à l'intérieur de ce nouveau système. Tout est instantané, silencieux, efficace. Il n'y a plus de latence. L'interface est minimale, claire, belle. Ma vie n'est plus une réaction. Elle devient une réponse délibérée, exécutée par un système d'une puissance et d'une fiabilité totale. Je ne suis plus la victime de ma programmation. Je suis le programmeur. Et ce nouveau système d'exploitation est la base sur laquelle ma nouvelle vie va maintenant s'exécuter. Chapitre 2, je comprends que ma perception détermine ma réalité. Depuis la clarté de mon nouveau système d'exploitation, je regarde le monde. L'ancien système était programmé pour croire que la réalité était une chose extérieure, fixe, qui m'arrivait. Je me sentais comme un spectateur dans une salle de cinéma, subissant le film qui était projeté sur l'écran, ressentant la peur, la joie, la colère dictée par les images. Aujourd'hui, je prends conscience d'une vérité fondamentale, le code source de mon nouveau système. Je ne suis pas dans la salle, je suis dans la cabine de projection. Je ressens le pouvoir de cette révélation, non comme une idée, mais comme un changement de position physique. Je peux sentir le ronronnement doux et puissant du projecteur à côté de moi. C'est mon esprit. Je peux sentir la pellicule qui défile entre mes doigts. Ce sont mes pensées, mes croyances, mes interprétations. Et l'écran, là-bas dans l'obscurité, ce que j'appelais la réalité, n'est que la surface sur laquelle ces images sont projetées. L'événement extérieur, la remarque d'un collègue, un embouteillage, une bonne nouvelle est neutre. C'est une image blanche, une lumière brute. C'est mon projecteur, ma perception, qui lui donne sa couleur, son sens, sa charge émotionnelle. Un même événement peut être projeté comme une tragédie ou une comédie, comme une insulte ou une information, comme un obstacle ou une opportunité. Rien n'a de sens inhérent. Tout est interprétation. Je suis le projectionniste. Je suis la source du sens. Je ne peux pas toujours contrôler la lumière brute qui entre dans l'objectif, mais je suis le maître absolu de la pellicule que je choisis de projeter. Cette compréhension ne me donne pas le pouvoir de changer le monde. Elle me donne un pouvoir infiniment plus grand, celui de changer la façon dont je l'expérimente. Ma réalité n'est pas ce qui m'arrive. Ma réalité est ce que je choisis de projeter sur ce qui m'arrive. Et je suis désormais aux commandes du projecteur. Chapitre 3. Je me concentre exclusivement sur ce que je contrôle, dichotomie du contrôle. Je suis le projectionniste, le maître de ma perception. Mon nouveau système d'exploitation exécute maintenant sa fonction la plus fondamentale, son premier module de tri. C'est un algorithme d'une simplicité et d'une puissance dévastatrice. Il s'appelle la dichotomie du contrôle. Je visualise mon univers mental. Auparavant, c'était une masse chaotique où tout se mélangeait. Maintenant, d'un acte de volonté, je dessine deux cercles concentriques, un petit cercle intérieur brillant d'une lumière blanche et intense, et un immense cercle extérieur qui s'étend à l'infini dans une douce obscurité. Le petit cercle intérieur est ce que je contrôle absolument, mes pensées, mes jugements, mes actions, ma volonté. C'est mon royaume. Je suis son souverain absolu. Le grand cercle extérieur est tout le reste, les actions des autres, leur opinion sur moi, l'économie, la météo, le passé, l'avenir. C'est le royaume des autres et de l'univers. Je n'y ai aucun pouvoir direct. L'ancien système passait 99% de son temps et de son énergie
à essayer de contrôler le cercle extérieur. Je ressens le souvenir de cette lutte futile, l'épuisement, la frustration, l'anxiété. C'était comme essayer de commander au marais. Mon nouveau système d'exploitation ne fait pas cette erreur. C'est une violation de sa logique fondamentale. Chaque information, chaque événement qui se présente à ma conscience est instantanément scanné et trié. Est-ce dans le cercle intérieur? Si oui, j'agis avec toute la force et la discipline dont je suis capable. Est-ce dans le cercle extérieur? Si oui, je l'accepte radicalement et je me concentre uniquement sur ma réponse, qui, elle, est dans mon cercle intérieur. Je ressens physiquement ce processus de tri. C'est comme si je portais un fardeau immense et que je décidais de lâcher 99% de son poids. Une légèreté incroyable m'envahit. Une quantité massive d'énergie, autrefois gaspillée en inquiétude et en lutte vaine, est maintenant disponible, prête à être déployée avec une efficacité redoutable sur le seul territoire qui compte, mon propre royaume. Chapitre 4. J'accepte radicalement ce qui est, amor fati. Le tri est fait, le cercle de mon contrôle est défini avec une clarté absolue. Je dirige maintenant mon attention vers l'immense cercle extérieur, le domaine de ce que je ne contrôle pas. L'ancien système passait son temps à se battre contre cette réalité, à la déplorer, à la souhaiter différente. Si seulement, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Je ressens l'énergie de cette résistance. C'est un grincement, une friction, un combat perdu d'avance contre l'univers. Mon nouveau système d'exploitation n'a pas de place pour cette résistance. Elle est un bug, une inefficacité. Il installe à la place un nouveau protocole, d'une puissance et d'une sérénité profonde. Amor fati, l'amour du destin. Je ne me contente plus de tolérer ce qui est. Je ne me résigne pas passivement à ce qui arrive. Je l'embrasse, je l'accueille, je l'aime. Je visualise le tissu de la réalité avec tous ces événements, les bons comme les mauvais, comme une tapisserie parfaite et nécessaire. Chaque fil, même le plus sombre, est essentiel à la beauté de l'ensemble. Retirer un seul fil de malheur ferait s'effondrer toute la structure. Je comprends que chaque événement est une brique sur le chemin de qui je suis en train de devenir. Je ne juge plus la réalité. Je collabore avec elle. Un obstacle n'est pas une injustice. C'est un ingrédient. Une difficulté n'est pas une punition. C'est une formation. Je ressens une profonde dissolution de la lutte. Le grincement cesse. La friction disparaît. Je suis en harmonie avec le flux de la vie. Je ne suis plus une victime des circonstances. Je suis un partenaire de danse de la nécessité. Cet amour du destin n'est pas une faiblesse, c'est la source de ma plus grande force. Car comment peut-on déstabiliser quelqu'un qui aime tout ce qui lui arrive? Chapitre 5. Je transforme les obstacles en chemin. Je me tiens dans le cercle de mon contrôle. J'embrasse avec amour tout ce qui vient du cercle extérieur. Et parfois, ce qui vient est un mur, un obstacle. Un bloc de granit qui se dresse en travers de ma route. L'ancien système aurait vu cela comme une fin, un cul-de-sac, la preuve que le chemin était mauvais. Il aurait abandonné ou se serait cogné la tête contre le mur jusqu'à l'épuisement. Mon nouveau système d'exploitation voit autre chose, il ne voit pas un mur, il voit un escalier, il exécute une commande fondamentale. Un recadrage alchimique, l'obstacle et le chemin. Je ressens ce changement de perception comme un pivotement de la réalité elle-même. Le mur ne bloque plus ma vision. Il devient la chose même sur laquelle je vais grimper pour atteindre un niveau supérieur. L'obstacle n'est pas une interruption de mon travail. L'obstacle est mon travail. Il n'est pas un problème à éviter, mais le défi précis qui contient la leçon que je dois apprendre, la compétence que je dois développer, la force que je dois acquérir. La critique injuste n'est pas une attaque. C'est une opportunité de pratiquer le détachement. La perte financière n'est pas une catastrophe. C'est une leçon inestimable sur la gestion du risque. Le projet qui échoue n'est pas une honte. C'est un séminaire intensif sur ce qui ne fonctionne pas. Je ne cherche pas à éviter les obstacles. Je les accueille presque, car je sais que chaque obstacle est un cadeau déguisé. Une invitation de l'univers à devenir plus fort, plus sage, plus résilient. Le chemin vers mon objectif n'est pas une ligne droite tracée sur une plaine. C'est une ascension, de bloc de granit en bloc de granit. Et chaque obstacle que je surmonte devient une partie de ma force, intégrée à la structure même de mon être. Chapitre 6. Je pratique la visualisation négative pour cultiver la gratitude et l'immunité à la peur. Mon système est robuste. Il transforme les obstacles en chemin et aime tout ce qui lui arrive. Mais je suis un programmeur prudent. Je sais que même le meilleur des systèmes peut être corrompu par deux virus subtils. L'habitude, qui mène à l'ingratitude, et l'anticipation, qui mène à la peur. J'installe donc un programme antivirus, une simulation mentale que j'exécute régulièrement, la visualisation négative. Dans le silence et la sécurité de ma conscience, je prends un instant pour contempler la perte. Je ne m'y vautre pas, je la visite
avec le calme d'un stratège. J'imagine que j'ai perdu mon travail. J'imagine que ma santé s'est détériorée. J'imagine que les personnes que j'aime ne sont plus là. Je ne fais pas cela pour me torturer, mais pour 2 raisons précises et puissantes. La première est de cultiver la gratitude. Après avoir visité mentalement ce monde de pertes, je reviens au présent. Et le présent est soudainement inondé de lumière. Mon travail, que je tenais pour acquis, m'apparaît comme un cadeau incroyable. Ma santé, à laquelle je ne pensais pas, devient un trésor. La présence des personnes que j'aime devient un miracle que je chéris avec une intensité renouvelée. L'habitude est brisée. La joie du simple fait d'être est restaurée. La seconde raison est de développer une immunité à la peur. En visitant ces scénarios de perte, je me pose la question. Et alors ? Comment ferais-je face ? Et je réalise que je ferai face. Je trouverai un autre travail. Je m'adapterai. Je survivrai. La peur de l'inconnu est remplacée par la confiance en ma propre capacité de résilience. Je vole à la peur son pouvoir sur moi, car j'ai déjà regardé le pire en face et j'ai vu que je pouvais le supporter. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une vaccination contre la fragilité émotionnelle. Chapitre 7. Je vis selon le principe du moins mais mieux. Mon système est maintenant immunisé contre les chocs internes et externes. Il est temps de passer de la défense à l'offensive, de la résilience à l'impact. Je déploie le second grand module de mon système d'exploitation, l'essentialisme. Le principe directeur de ce module est d'une simplicité brutale et d'une efficacité redoutable. Moins mais mieux. Je regarde ma vie avec les yeux d'un curateur de musée. L'ancien système était un accumulateur compulsif. Il collectionnait les projets, les engagements, les possessions, les opportunités, croyant que plus était synonyme de mieux. Je ressens le poids de cette accumulation, une dispersion de l'énergie, une dilution de l'impact. C'était une vie large, mais sans profondeur. Je change de paradigme. Je comprends que chaque « oui » que je prononce est en réalité 1000 « non » implicite à d'autres choses. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux même pas faire la plupart des choses, mais je peux faire quelque chose, très peu de choses, de manière exceptionnelle. Je deviens un maître du non gracieux mais ferme. Chaque demande, chaque opportunité, chaque projet qui se présente est passé au crible d'une seule question. Est-ce absolument essentiel ? Est-ce que cela contribue directement et de manière significative à ma mission la plus haute ? Si la réponse n'est pas un oui retentissant, c'est un non. Je ressens la libération dans chaque « non » que je prononce. C'est un acte de création d'espace. En disant non au bon, je libère la capacité de dire oui à l'exceptionnel. Je ne suis plus un mile de large et un pouce de profondeur. Je choisis d'être un pouce de large et un mile de profondeur. Chapitre 8. J'identifie et je me concentre sur l'essentiel absolu. Le principe est installé. Je vais maintenant l'appliquer. Je deviens un explorateur, non pas du monde, mais de ma propre vie, à la recherche de la veine d'or de l'essentiel. Je me pose devant mon travail, mes projets, mes activités. Je ne demande pas « comment puis-je tout faire ?» Je demande « quelle est la seule chose qui, si je l'accomplissais, rendrait tout le reste plus facile ou inutile ?» C'est le principe de Pareto élevé à une puissance supérieure. Je ne cherche plus les 20% qui donnent 80% des résultats. Je cherche les 1% qui donnent 99% des résultats. Je traque cette activité à plus haut point de levier avec la concentration d'un prédateur. Je la trouve. Et une fois que je l'ai identifiée, je construis ma journée, ma semaine, ma vie autour d'elle. Elle devient le rocher autour duquel la rivière de mes autres tâches doit s'écouler. Elle est la première chose que je fais le matin avec mon énergie la plus fraîche et ma concentration la plus pure. Je protège ce temps comme un sanctuaire. Je construis des murs autour de lui pour le défendre contre les intrusions de l'urgent mais non important. Mon attention n'est plus une ressource que je répartis. C'est une force que je concentre. Je ressens la puissance qui découle de cette focalisation. Au lieu d'avancer d'un pouce dans 1000 directions, j'avance d'un mile dans la seule direction qui compte. La progression n'est plus linéaire, elle devient exponentielle. Chapitre 9. J'élimine le superflu, le bruit et les distractions avec rigueur. J'ai identifié l'essentiel, j'ai construit mon sanctuaire de concentration autour de lui. Mais le monde extérieur est un assaut constant, une tentative permanente de percer les murs de ce sanctuaire. Le bruit, le superflu, les distractions sont les armées de l'entropie, cherchant à disperser mon énergie. Je dois devenir le gardien impitoyable de mon propre focus. Je ressens physiquement l'impact du bruit, le flot incessant de notifications, d'emails, d'informations urgentes. Chaque ping est une petite pierre jetée dans le lac tranquille de ma concentration. Je ne vais pas me contenter de gérer ces distractions. Je vais les éliminer à la source. Je prends mon téléphone, non pas comme un outil de communication, mais comme un portail de distraction potentielle, et je le désarme. Je coupe
toutes les notifications non essentielles. Je supprime les applications qui sont des voleurs de temps. Je crée des périodes de déconnexion totale. Je ressens une paix profonde s'installer. Le silence n'est plus quelque chose que je dois chercher. C'est mon état par défaut. Je fais de même avec mes engagements. Chaque comité, chaque réunion, chaque café, qui n'est pas absolument essentiel, est éliminé de mon agenda avec une politesse ferme. Je ne suis pas antisocial, je suis pro-essentiel. Mon élimination du superflu est un acte de respect. C'est le respect pour ma mission, pour mon temps, pour mon énergie. C'est la reconnaissance que pour construire quelque chose de grand, je dois créer un vide autour de moi. Un vide fertile, un vide où le travail profond peut enfin respirer. Chapitre 10. Mon système d'exploitation est intégré, puissant et sage. Je suis à l'intérieur de mon système d'exploitation. Je ressens sa puissance et son élégance. Le module stoïcien et le module essentialiste ne sont plus des programmes séparés. Ils ont fusionné. Ils travaillent en parfaite synergie. Le stoïcisme est ma défense. Il est le bouclier qui me rend invulnérable au choc, qui me permet d'accepter ce que je ne contrôle pas et de transformer chaque obstacle en une force. Il est le système immunitaire de mon esprit. L'essentialisme est mon attaque. Il est l'épée laser qui me permet de trancher à travers le bruit, de me concentrer sur le point vital et d'appliquer toute ma force là où elle aura le plus grand impact. Il est le système de guidage de mon énergie. Ensemble, ils créent un être d'une efficacité et d'une sérénité redoutable. Je ressens cet état. Je suis imperturbable face au chaos, car j'aime tout ce qui arrive. Je suis implacable dans mon action, car je suis concentré sur la seule chose qui compte. Je ne gaspille aucune énergie en résistance inutile. Je n'investis aucune énergie dans des actions superflues. Ma vie n'est plus une réaction chaotique, c'est une exécution calme, précise et délibérée. Ce système d'exploitation n'est pas une philosophie que je lis, c'est le code que je vis. Il est intégré, il est puissant, il est sage, et avec lui, je suis prêt à construire.